Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous nous suivez de partout à travers le pays, donc aussi d'en dehors de la Guinée. Bienvenue à cette autre représentation des grandes gueules. Nos canaux habituels, vous pouvez réagir à cette émission GG au 8037 ou au 657 39 13 13. Ce sont les canaux habituels. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces sujets que nous évoquons d'un moment à l'autre. C'est là une nouvelle qui ne risque pas d'envoyer du rêve aux hommes de la crête, comme suite à donner à une opération de contrôle et d'épuration du fichier censitaire du corps enseignant guinéen, lancé il y a quelques années. Le ministre Maurice Sangaré vient de dévoiler ses batteries. Alors qu'ils voient leur salaire gelé, ce sont au total 11 148 agents qui risquent la radiation pure et simple si au bout d'un sursis de 3 mois, ils ne satisfont pas aux exigences de la vérification. La mesure, on ne peut plus radicale, intervient dans un contexte particulier de négociations incertaines entre le SLEG et l'État guinéen. De quelle nécessité procède l'opération de contrôle? On pose la question ce matin. Quelles incidences en regard du contexte actuel de négociation? Nous aurons au bout du fil Dr Abadou Banobari, j'y arrive enfin, conseiller à la présidence de la République chargé de l'enseignement supérieur. Et à sa suite, au bout du fil également, vous pouvez vous l'imaginer, Monsieur Ibrahima Khalil Konaté, K.O. Carré, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, dont le nom est abonné au fictif de ce recensement. On en parle avec lui, il sera un de nos invités. Et cela avec mes amis de tous les matins. Aujourd'hui, de l'autre côté donc du bâton sonorisé, Moussa Moïse, là, bonjour. Tamba Zakari Milmono, je te dis bonjour ce matin. Tu me donnes du punch. Avec quelle histoire? Non, mais tu me donnes de l'énergie ce matin. Ah ben je suis tout heureux que ce soit le cas. Également moi. Jacques Léo-Léno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Et comment on se porte ce matin? Très bien. Parfait. Roby Sarah. On dit généralement qu'il a de la patate. Ah ouais. Il a du niaque ce matin. C'est du niaque. Voilà, bonjour. Ah ben il faut bien comprendre. Hein. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Et l'on commence avec vous, Moussa Moïse Silla, cette vague de convocation qui s'abat sur les journalistes, en plus de Moussa Yeroba qui répond ce matin devant la justice, Aboubacar Diallo également, 4 autres journalistes convoqués de Nostalgie Guinée. Est-ce qu'il faut craindre un musellement, volonté de museler la presse? Ben, il y a rien de grave à être prudent. Vous savez, c'est normal que la corporation soit très unie, que nous soyons soudés. Lorsque l'un d'entre nous est convoqué, c'est bon qu'il y ait derrière tout un mouvement de soutien, autour de lui. Mais il faut aussi réaffirmer un principe. Nous sommes des journalistes. Il y a une loi qui régit donc notre travail, mais également nous sommes des justiciables. Nous ne sommes ni au-dessus ni en dessous de la loi. Donc on peut être convoqué, on peut être entendu par la justice parce que exactement c'est ce que nous réclamons tous les matins, que ce pays soit un véritable état de droit. Voilà. Maintenant, les mouvements de soutien et toutes sortes d'aides et comment je peux dire ça, d'entraide entre nous, ça permettra peut-être à la corporation d'être plus éveillée, d'avoir plus d'attention vis-à-vis de la procédure qui va être menée par ces différents auxiliaires de justice. En même temps, Moussa Moïse, cette précision, elle est très importante, oui, parce que le fait de soutenir peut présenter le journaliste comme quelqu'un auquel il ne faut pas du tout toucher. Non, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Absolument. C'est pourquoi j'ai réaffirmé ce principe. Nous pouvons être appelés pour être entendus par la justice. Nous sommes également des citoyens. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Maintenant, les mouvements derrière, pour moi, c'est plutôt une sorte d'alerte. Parce qu'on est tenté
souvent en exécutant certaines procédures, on est tenté au niveau des auxiliaires de justice d'en faire un peu trop. D'en faire un peu trop, de violer certains droits. Donc, ces mobilisations autour, ce sont des sortes de sentinelles pour dire, tenez, la corporation a l'œil sur vous, la corporation voudrait que les règles de la procédure soient respectées. Maintenant... Exactement. Ce qui est intéressant, Moussa, vous vous êtes préoccupé notamment à la convocation des 4 journalistes, des 4 confrères de Nostalgie. Par rapport à la Nostalgie, je me suis informé. Il s'agirait, parce que je n'ai pas pu recouper ça de l'autre côté, mais il s'agirait d'une plainte venant d'une citoyenne qui s'est sentie offensée dans l'une des émissions de nos confrères de Nostalgie, donc qui a donc porté plainte. C'est une citoyenne qui se sent offensée, qui se sent donc diffamée, mais qui porte plainte. Donc les journalistes vont être entendus par rapport à ce cas-là. Donc il ne s'agit pas, selon mes sources du côté de la DPJ, il ne s'agit pas d'une quelconque action venant de l'État ou d'un commis de l'État au perché. Ça, c'est rassurant. Il s'agit d'une affaire de ce genre. Donc les confrères n'ont rien à craindre, ils peuvent y aller. Je ne dis pas que les soutiens doivent cesser, non, mais ils peuvent y aller, ils vont être entendus, et je pense que la DPJ ne peut pas se permettre d'être à l'écart de tout ce qui est respect des droits des journalistes. Ils savent bien faire leur travail, j'espère qu'ils vont respecter les droits de nos confrères. Absolument, s'ils ont fait leur travail, Jacques Léo Aleno, il n'y a pas péril à la demeure finalement. Oui, il n'y a pas péril à la demeure, mais... quand même, c'est le moment aussi de se poser des questions. Parce que nous ne sommes pas dans un régime de répression, en tout cas pour ce qui concerne la presse. C'est pourquoi on a mis en place la haute autorité de la communication qui s'occupe, n'est-ce pas, de la réglementation. Donc j'ai parfois du mal à comprendre que lorsque il y a un problème de ce genre, lorsque un journaliste est, si vous voulez, très bien mal compris, ou disons si tant est qu'il est tenu des propos qui n'ont pas plu à quelqu'un, qu'on ne puisse pas d'abord au préalable passer par cette institution et directement on va vers les juridictions. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Parce que quoi qu'on dise... c'est vrai qu'on a une tutelle en guillemets. On a une tutelle. Donc, la HAC quand même. Bon, et elle existe. Je crois que... attendons d'abord qu'elle soit saisie et qu'elle ne fasse pas correctement son travail. À mon avis, on devrait d'abord commencer par là avant d'aller devant les juridictions. C'est ce que je trouve Je pense que le souci là-dessus, c'est qu'on trouve la HAC trop démocratique. Bon, démocratique, d'accord. Maintenant, le fait que, parce que pour l'instant, à part notre confrère Aboubacar Diallo, pour qui ce serait un commis de l'État, pour les autres, je pense que ce sont des citoyens et c'est normal que lorsque les citoyens se sentent soit vexés ou, disons, offensés par un journaliste qui est lui aussi citoyen, c'est normal qu'il puisse, n'est-ce pas, demander la justice à faire son travail. Donc, c'est normal. Maintenant, pour le reste, les soutiens qui s'organisent, pour notre consoeur Moussa Yero, là, il faut comprendre, ce sont des femmes qui sont dans... Des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes, mais surtout des activistes qui l'accompagnent dans son combat contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est normal que lorsqu'elle est convoquée pour une dénonciation qu'elle a faite ici à l'antenne, parce que c'est ce qui est dit dans la convocation qui lui a été adressée. Donc c'est bien normal que les gens qui la comprennent dans son combat se mobilisent pour l'accompagner. Encore une fois, cela n'empêche pas la justice de faire correctement son travail, de dire la vérité qui la mérite. Voilà. Il faudrait aussi inviter la HAC à sortir un peu de sa léthargie. C'est vrai, elle peut être saisie, mais également on l'a vu, on l'a très peu vu en train de s'émouvoir par rapport à un cas de violation des droits des journalistes dans ce pays-là. C'est une institution, ma foi, qui à mes yeux, qui ne joue pas réellement son rôle. Et à mon avis, c'est parce que, bien entendu, elle adopte cette attitude d'institution dormante, somnolente, que souvent elle est bypassée. Donc il faudrait mais en même temps, Moussa Moïse, qu'elle occupe l'espace que la loi lui confère. Mais celui qui se plaint a le droit de suivre la procédure. Je suis d'accord, mais en même temps, invitons cette institution qui est là aussi pour nous défendre. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. La HAC, si elle doit prendre position, elle prend de façon naturelle position pour
les confrères Plutôt pour la en- corporation. Non, plutôt en faveur du métier. Non, oui, pour le métier, c'est ce que je dis. Voilà. Les confrères, c'est nous qui faisons le métier. Donc il faudrait qu'elle prenne. Non, je parle des journalistes, je parle de la corporation. D'accord. Voilà, naturellement, elle doit avoir cette posture-là. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons énormément parlé de cette institution ici. Elle n'occupe pas l'espace que la loi lui confère. Je pense que c'est pourquoi elle est souvent mise de côté. Roby, c'est votre avis? Martine Condé serait-elle trop dormante? Tant pis pour le journaliste qui va s'adosser à la HAC en pensant qu'elle va, Avec elle l'histoire encore. va le soutenir. Écoutez, il y a plusieurs cas. Il y a cette collègue qui a été tabassée du côté de la Banque centrale. Il y a beaucoup de journalistes qui se font molester. Il y a le cas Labbé, il y a le cas Mamou. Oui, mais il y a aussi beaucoup de cas. On a entendu Martine Condé quand même sortir. Absolument. Ouais, sortir, faire des déclarations. Même recadrer le président de la République, ça a existé. Ouais, mais écoutez, vous prenez quoi? Vous prenez une goutte d'eau dans l'océan. Moi, je vais vous dire un truc. Ne vous y attendez pas du tout à un soutien de la HAC. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt faire attention. C'est un conseil plutôt qu'il faut donner à nos confrères. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à un tournant où nous sommes dans la visée, non seulement d'un certain nombre de... On est guettés. Voilà, on est guettés. Nous sommes dans la visée d'un certain nombre de personnes qui sont au perché et qui parfois peuvent conduire des citoyens à porter plainte pour des questions qui normalement ne devraient pas l'être. Moi, j'ai longtemps qu'on pratique ce métier-là, mais la vague de convocation des journalistes depuis un certain nombre de temps, depuis surtout le début de cette année, depuis que... Cette histoire du port autonome de Conakry, ensuite de la Cour constitutionnelle. Exactement. Donc depuis un certain temps, je pense qu'il faut faire attention. Il faut plutôt dire aux collègues d'avoir un sens éthique du travail, de faire très attention, de ne pas tomber dans les pièges, parce que les pièges sont tendus partout, de ne pas tomber dans les pièges. Bon, après, chacun est libre de porter plainte. Mais si la personne porte plainte, si tu as fait correctement ton travail, honnêtement, dans le sens éthique du mot, tu n'as rien à craindre. Mais les mouvements de soutien sont créés parce que tout simplement, notre justice n'est pas juste. Parce que s'il y avait une confiance en la justice, moi, quelqu'un porterait plainte contre moi pour faire de diffamation ou etc., j'irais tout simplement répondre en me disant que je peux faire confiance en la justice. Absolument. J'ai pas besoin Qu'elle ne de soit drainer pas exactement. manipulée. J'ai pas besoin de drainer du monde derrière moi. Mais après, connaissant ce pays, sachant que n'importe qui, tu as failli en faire les frais. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, Notre très porte-parleur ministre du transport. Mais fais attention, Roby. Écoutez, fais attention. Ça risque de se retourner contre toi. Si ça se retourne contre moi, eh ben je répondrai. Encore une fois, je suis en train de le dire, je répondrai. Mais il faut être dans ce pays pour que certaines terminologies puissent choquer. Absolument. Pourtant, ça rentre dans l'ordre de la vérité. Absolument. Vous savez, on ne peut pas appeler une cuillère fourchette. La cuillère s'appelle cuillère. Alors lorsque vous appelez cuillère, on dit ah ben non, vous avez insulté, etc. Je ne comprends pas. Donc à un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse dans ce pays. C'est vrai que les journalistes doivent faire attention. Absolument, Roby, là-dessus, on est bien d'accord. Antoine Kourouma, Roby parlait de guêpiers. On nous guette, on nous tend des pièges. Mais je crois savoir que Moustapha Mami Diaby, lui, risque de n'attraper que du vent. Contre Aboubacar Diallo. C'est important de revenir au cas par cas. Pour le cas de Aboubacar Diallo, il faut rappeler qu'il... Alors lui, c'est le champion de la haine contre certains journalistes. Mais là-dessus, voilà, c'est gouré. Lui, c'est le champion. Là, il s'est gouré. Aboubacar Diallo répond au nom, en tant qu'administrateur général du site Mosaïque Guinée, qui aurait publié un article diffamatoire contre le ministre Mami Diaby, mais dans l'article qu'on a lu, nulle part il n'a été mentionné le nom de Mami Diaby, parce qu'ils ont dit qu'il y a le compte d'un ministre de la République qui a été directeur d'une régie financière, qui se sent mort veut se mouche, qui a été directeur d'une régie financière, sur le compte de qui on aurait constaté des mouvements d'argent, notamment de 9 millions de dollars américains au Sénégal. À cette époque-là, je ne crois pas que le nom de Mami Diaby ait été évoqué. Et sur le site, d'autres sites... Je l'ai lu, Antoine. Justement. Le nom de Mami n'y a pas figuré. Voilà. Le fait qu'on dise qu'il a été, à un moment donné, directeur d'une régie financière importante, beaucoup se sont dit, ça peut être Mami Diaby, alors qu'à part lui, beaucoup d'autres ministres ont occupé ces postes. Tibou Camara l'a été aussi. Et donc, d'autres sites ont dit le nom de Mami Diaby, que ces sites ont été convoqués par la justice. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour le cas d'Aboubacar Diallo, Aboubacar, lorsqu'il a écrit cet article-là,
on a failli faire une médiation parce que le ministre a appelé Abakar afin que celui-ci retire l'article. Abakar a refusé de le faire parce qu'il a dit qu'il n'a pas cité le nom du ministre. Oui. Alors, sur le coup, le ministre a convoqué un point de presse à la maison de la presse. On a tous suivi ce point de presse de 30 minutes au cours duquel il n'y a eu aucune question posée au ministre. Vous convoquez une conférence de presse au cours duquel c'est vous seul qui avez la parole. Vous expliquez la situation durant 30 minutes et vous dites je ne répondrai à aucune question de journaliste. Ah oui, C'est- Ben si. Comment ça s'appelle ça? Il a fait du monologue, il a monologué tout seul, sans pour autant qu'on ne lui pose des questions. Et à la fin, il a dit adressez toutes les questions à mon avocat. Bah oui. Lorsqu'un ministre ne veut pas parler sur un sujet qui est judiciarisé, il ne fait pas de conférence de presse ni de point de presse. Mais lorsque vous le faites, c'est que vous êtes prêt à communiquer. Mais lorsque vous ne répondez pas aux questions, ça serait que vous cachez des choses. Le ministre Mamie Diaby dans cette histoire n'est pas blanc. Il n'est pas blanc du tout. Parce que l'explication donnée n'est pas convaincante. Il y a eu des documents attestant qu'il y a des mouvements sur son compte. Est-ce que le ministre Mamie Diaby a un compte au Sénégal? Non, mais ce qu'il a Oui, dit, tout simplement, Antoine Kourma, c'est que au-delà d'être ministre, avant d'être ministre, il avait un cabinet pour lequel il faisait des prestations. Il faisait des prestations Sur lequel- et c'est ce qui lui a valu le montant de il a ce montant reconnu- colossal. Il a reconnu qu'il a un compte bancaire au Sénégal. Il a reconnu que depuis 2001, il est au Sénégal. Le ministre, lorsqu'il a fini son point de presse, il a laissé banalement 4 millions de francs guinéens aux journalistes à se partager. Lorsqu'un ministre vient à un point de presse à la maison de la presse et qu'il distribue 4 millions aux journalistes sans que ceux-ci ne lui posent des questions, posez-vous des questions sur les raisons pour lesquelles ce ministre-là donne ce montant aussi colossal aux journalistes comme transport. Beaucoup de questions, Antoine Kourma. En tout cas, le lièvre sera levé sur cette question. On espère en tout cas que la justice veuille faire son Encore travail. une fois, très rapidement. oui, Roby, très que nous rapidement. avancions. Encore une fois, c'est là où je demande aux confrères de faire très attention. À un moment aussi solennel où vous êtes en face quasiment d'un ennemi qui veut vous abattre, je pense que même s'il vous donne quoi, il faut refuser sur le coup. Moi, c'est là où je reproche un peu à mes collègues. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas une explication que le ministre Mamie Diaby, j'ai lu le courrier, ce n'est pas une explication qu'il a donnée, ce n'est pas une explication sur les faits. Moi, je pense qu'il a tout simplement cherché à se blanchir dans un dossier, encore une fois. Ça n'a pas marché. Est-il concerné ou pas? Grosse question. Mais tous les articles que moi j'ai lus, à part certains sites, en tout cas les premiers articles que j'ai lus avant que son nom soit cité, parce que les premiers articles disaient simplement un ministre d'État qui a occupé un poste, un régie financier. On n'a pas dit explicitement lui. Donc c'est après, je crois que c'est après plusieurs réflexions ou après plusieurs enquêtes, d'autres collègues sont revenus avec lui son nom. Mais je pense qu'il faut faire très attention. On est dans un pays où celui qui se sent morveux se mouche. Moi, j'ai pas compris la colère, j'ai pas compris l'attitude de ministre Mamie Diaby à ce niveau-là, de convoquer une conférence de presse et après d'essayer de donner des explications qui n'ont pas tenu et de dire aux collègues vous ne posez pas de questions, je suis blanc comme neige, je m'en vais. Et ça ressemble au père de famille qui rentre à la maison et qui dit qui est rentré chez moi, et le garçon dit papa, j'ai rien volé. Moussa Moïse. Les grandes gueules. Je pense que le ministre Diaby aurait pu se passer de cette convocation-là, sincèrement. Absolument. Ça aurait fait moins de publicité, mauvaise publicité autour de lui. Ça aurait permis aussi à cette affaire d'être un peu en jachère, parce que tout simplement, c'est pas du tout bien pour son image, pour sa crédibilité, tout cela, que la presse en parle tout le temps. Mais il faut pas oublier qu'il y a eu une enquête sérieuse quand même qui a été menée par la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, la Guinée-Ana, le Sénégal aussi. Absolument. Donc c'est un instrument aujourd'hui de bonne gouvernance. Il y a à boire et à manger là-bas, Moussa. Et cette cellule a accès à tous les comptes bancaires. Il suffit qu'elle en fait la demande lorsqu'elle est en train de mener une enquête. Elle recoupe les informations, elle les regroupe et elle les confie au procureur qui enclenche tout de suite une action judiciaire. Absolument. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Moi j'estime qu'il aurait pu y avoir une autre stratégie de défense. Celle qui a été exhibée lors de la conférence de presse n'est pas du tout la bonne. Et le ministre Diaby doit comprendre qu'il n'y a rien de plus normal pour un citoyen de se poser des questions sur l'origine quand même des fonds ou de la fortune des gouvernants. Quand même, hein. Et citoyens, mais c'est la moindre des choses. 9 millions, il faut Moussa qu'on ait Moïse, des 9 soupçons. millions de dollars. C'est notre droit d'avoir des soupçons. C'est beaucoup d'argent. Voilà. C'est le droit de tout un citoyen. C'est le droit du citoyen guinéen à un moment donné. De réclamer des explications. Alors moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on est quand même dans un pays où personne ne vole, mais en même temps rien ne marche. Ah, en tout cas, tu fais bien de le dire. Jacques Léoaleno, on ne peut pas ne pas en parler. Après ce courrier du greffier en chef,
Le vice-président de la Cour constitutionnelle a donc rompu son silence. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il a dit, à part les fautes qu'on relève déjà sur la première page? Bon, je vais peut-être lire 2 petits paragraphes. Il dit qu'il est très surpris. Précisons les fautes. Publication donc Non, il y en a. de cette lettre par le greffier en chef. Mais il tente de donner les raisons pour lesquelles ils n'ont pas exigé ou bien ils n'ont pas tenu compte de sa présence lors de cette audience qui a été sanctionnée par cet arrêt qui fait aujourd'hui polémique. Il explique que la première personne il dit ceci: vous savez très bien que la première personne à vous interdire de venir dans la salle de délibération, c'est Monsieur Khalifa Sall. C'était le lundi 4 septembre 2016. Depuis ce jour, nous autres membres de la Cour avons compris que vous êtes désormais au service d'un homme, Khalifa Sall, et non au service de la Cour. Donc, clairement, il nous fait comprendre que désormais, c'est un lieutenant de Khalifa Sall qui est, n'est-ce pas, le greffier en chef. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même des observations qui ont été faites par des juristes. S'il y a un manquement de ce genre qui est constaté, bien naturellement, si c'est vrai que le greffier en chef n'agit plus au nom de l'institution, mais pour le compte de Khalifa Sall, je crois qu'il y a une possibilité, d'après ce que les juristes nous ont dit depuis cette semaine, c'est de saisir, n'est-ce pas, les instances compétentes qui peuvent, n'est-ce pas, statuer en la matière. Est-ce qu'il y a une possibilité de se passer de ce greffier en chef parce que vous estimez qu'il a des accointances avec le président qui est considéré pour l'instant comme un adversaire au sein de l'institution, qu'il faut le mettre de côté pour faire quelque chose d'illégal? Je trouve quand même que les juristes auront des réponses adaptées à donner. Mais ce qui est sûr, d'après les analyses qui ont été faites par les juristes, je pense qu'il y a erreur de toutes les façons. Moi, en tout cas, c'est une question que je me pose, mais on va y venir tout à l'heure. Roby, ça vous inspire? Non, mais j'en appelle à la lecture, à une lecture sérieuse de mettre Zobel-Emou de ce courrier. Certainement, il va en rigoler avec ça, parce que moi, je ne peux pas comprendre que le 5 du même mois, c'est-à-dire avant le putsch, vous dites au greffe que désormais on peut se passer de toi. D'accord? Et donc nous on va mener notre action, mais il faut savoir que toi, au bout du fil, tu ne nous intéresseras plus, on sait comment y aller au bout. Alors vous arrivez, vous faites le putsch, vous arrivez à un moment donné où vous êtes coincé contre le mur. Vous avez vu que votre adversaire n'est pas facile à abattre. Au moment où vous allez lever le mouchoir blanc et faire bras en l'air, vous adressez un courrier au même type à qui vous avez dit hier que vous ne nous intéressez plus, pour vous dire non, il faut officialiser notre putsch parce que c'est toi seul qui peux le faire. Ah ben voilà. Alors, c'est déjà une dichotomie. Voilà un peu l'image. Alors le mec il vous dit non mais moi j'ai pas participé. Je ne peux pas donner mon quintus à votre histoire parce que j'ai pas participé. Alors, il vous bloque net. La procédure s'enclenche. Alors, tout le monde en parle. On commence à voir en vous des gens pas sérieux. On commence à dénoter de votre caractère et de vos informations que vous-même, un certain nombre de vos collègues ont menti sur un certain nombre d'informations leur concernant. L'affaire tourne au vinaigre. Et vous revenez dans un autre courrier. Vous dites, ben non, nous, on t'avait dit l'autre fois qu'on pouvait plus, on n'avait plus besoin de vous. Et donc, tu ne peux pas entériner. C'est tellement honteux ce qui se passe. C'est un spectacle désolant ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Un méli-mélo. Ils sont permanemment dans leur propre contradiction. Je pense qu'ils sont pris de panique. Comment sortir par une porte onéreuse? C'est celle-là qu'ils cherchent. C'est pour ça que moi je ne soutiens pas la démarche dans ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de médiation dans ce dossier-là. Ce sont des gens qui ont fauté et qui ont fauté lourdement, qui ont mis quand même 12 millions de citoyens en danger et tout un pays en danger. Absolument. Donc je pense qu'ils doivent répondre devant les juridictions et j'en appelle ici les juristes, les constitutionnalistes à la lecture de ce courrier de ce vice-président et d'en faire comparaison à celui du greffe et de nous dire réellement quel est le courrier qui est plus intelligent. À mon avis, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais à la lecture simple des deux courriers, d'ailleurs, celui du vice-président, si on le passait à la correction, on relèverait bien un certain nombre de fautes et d'erreurs dessus. Surtout, il faut éviter que nos enfants de 6e année, 7e année lisent. Parce que en première phrase, une seule phrase, et la toute première, vous y voyez des fautes. J'accuse réception de votre courrier visé sous objet par lequel vous m'informez. Informer vient à l'infinitif. Monsieur le vice-président, il fallait mettre Z à la fin. Il dit vous m'informez de votre impossibilité. En français, on n'informe pas de son impossibilité, de son incapacité
incapacité. De son d'accord. incapacité, Ou d'accord. d'une inaptitude, ok. Ça, mais c'est- encore une fois, ça reste C'est une autre, assez critique. C'est hein. une autre question. C'est pour vous dire combien de fois panique à bord à la maison. On expédie les courriers parce que le temps court. Il faut pas se faire rattraper par nos actes. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la justice se mêle. Hier, on a écouté Camara qui nous disait faut que Maître Cheikh Sakoche bouge quand même dans ce dossier. Ou le procureur est prompt à convoquer les journalistes qui pour diffamation, etc. Ou tel citoyen qui aurait porté atteinte à l'honneur ou à la morale ou je ne sais de qui du dieu roi. Mais dans ces dossiers-ci, moi je l'ai jamais entendu. C'est là où je vous dis que voilà pourquoi le citoyen lambda a peur de notre justice. Absolument. Parce que la justice dans ce pays, elle n'est pas du tout juste. Antoine Kourouma, Roby, la justice dans notre pays n'est pas du tout juste, mais aujourd'hui je me demande comment est-ce qu'on peut en sortir, parce qu'apparemment il n'y a pas de solution au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de volonté. Qui pourra arrêter cette saignée à laquelle nous participons? Moi, je pense qu'il y a plutôt de l'enfantillage à la Cour constitutionnelle. Ça y ressemble. Ce à quoi on assiste, c'est pas honorable pour ces personnes Absolument. qualifiées de sages. Et à mon avis, au stade où on est arrivé, c'est important, comme l'ont annoncé d'autres personnes, de prendre une mesure radicale. Parce qu'on ne peut pas continuer à assister à des lettres et à des contre-lettres, à des pics et à des contre-pics. On ne peut pas continuer comme cela. À un moment donné, c'est important qu'on arrive à une situation de non-retour, qu'on balaye tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, Maître Bangoura, qui est vice-président de la Cour et président par intérim en l'absence de Kelefa Sall, devrait être désigné président normalement si il était élu à la place de Kelefa Sall. Parce que s'il y avait eu élection aujourd'hui, il se peut qu'il soit la personne désignée pour être président de la Cour. Et donc, s'il répond à un courrier du greffier en chef, ne soyez pas surpris. Mais parlons du contenu même de la lettre, parce que vous parlez de la forme en citant quelques fautes qu'il a commises, mais parlons du contenu de la lettre. Quand il dit que le greffier en chef est à la solde de Kelefa Sall, mais c'est maintenant qu'il s'en est rendu compte. C'est maintenant qu'il s'en est rendu compte. Voilà. Mais il aurait dû le dire absolument. Et où sont les preuves? lors de la prise de ce arrêt-là. Ils auraient dû s'en rendre compte en le précisant directement. Mais ils ont dit qu'ils étaient 8 à prendre la décision. Antoine, la bonne question, ce n'est pas d'être à la solde. La bonne question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que pour autant, même s'il l'était à la botte, c'est une raison suffisante de mettre quelqu'un à la touche comme de cette manière? Dans tous les cas, il y a des non-dits dans cette histoire. Il y a beaucoup de non-dits, et même concernant Kelefa Sall. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette histoire concernant la Cour qui font qu'aujourd'hui, au stade où on est arrivé, c'est important que cette Cour-là, qu'on la change complètement. Parce que même le silence des magistrats n'est pas fortuit. Oui, mais absolument. Le problème est que très rapidement, même si on reproche un certain nombre de choses à M. Kelefa Sall, parce qu'il faut se dire aussi, il peut pas être tout blanc, il peut pas être tout blanc à la Cour constitutionnelle, mais même si on lui reproche quelque chose, la manière de procéder a complètement couvert tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est ça. Écoutez... La grosse question, Roby, justement, c'est celle que vous posez, celle de la manière. Les grandes gueules, nous poursuivons ce programme. Et dans un instant, on parle naturellement avec Jacques Léo-Léno de l'orientation de certains bacheliers qui sont dans le creux de la vague, et même avec Moussa Moïse Silla aussi, au ministère des Travaux publics, l'État qui se fait toujours mauvais payeur. Et c'est tout de suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.